pour animer cette table ronde consacrée à l'innovation numérique, il nous a semblé très évident de confier cette noble tâche avec brio à Jérôme Leleu. 4 raisons et peut-être 4 façons de présenter Jérôme Leleu sur cette architecture d'animation. D'abord, Jérôme Leleu connaît très très bien les coulisses parce qu'il a fondé 2 agences dans le domaine du numérique. D'autre part, Jérôme est un grand fondateur. Il a fondé aussi un événement sur lequel la Tribune est partenaire consacré à l'e-santé. Troisième raison, c'est que Jérôme Leleu est également un membre très actif de l'Institut national de la e-santé. Et puis quatrième raison, c'est que Jérôme a aussi le goût des plateaux, parce que tu as été expert de la e-santé pour BFM Business. Et donc il nous a semblé très très logique de confier cette tâche à Jérôme, que je laisse. Merci Ludovic et bonjour à toutes et à tous. Et voilà, je suis ravi de pouvoir animer cette table ronde sur le thème donc de numérique et innovation en santé, le grand Big Bang. Alors comme tu l'as dit Ludovic, c'est vrai que la e-santé, ça fait maintenant un peu plus de 16 ans que je suis dans cet écosystème. Et comme l'a rappelé Tatiana en début d'événement, dans le supplément de Futur, donc de la Tribune dimanche, il y avait un dossier spécial où on a parlé d'IA, de data, de télémédecine, également, et je pense que c'était le sujet de la table ronde juste avant, sur les deep tech. Vous avez certainement vu cette semaine l'annonce dans les thérapies cellulaires, notamment donc avec la start-up Trifrog Therapeutics qui a passé un partenariat avec Vertex de l'ordre de 780 millions de dollars. Donc pour une start-up de la French Tech française, c'est quand même un élément important. Donc on voit en fait que toutes ces innovations de technologie sont en train de changer le parcours de soins pour un apport pour bien sûr les patients et les problèmes de santé. Et donc c'est avec vous, mesdames, qu'on va pouvoir donc répondre à ces enjeux. Avec vous, donc Nuria Pérez-Cuélel, vous êtes donc la directrice médicale, patient et consommateur du groupe Pierre Fabre. Également Pascal Azot, vous êtes la fondatrice de la biotech ACS Biotech. Et enfin Claire Portefeuille, vous êtes la directrice des activités prescription digitale et excellence commerciale de Viatris. Alors, je vous propose pour cette table ronde de commencer avec vous, Nuria. Alors, je précise juste qu'il faut toujours s'adapter dans le monde de la santé numérique, mais aussi dans les transports en commun, puisque avec les grèves, vous devez partir un petit peu plus tôt. Donc, on va s'adapter pour vous permettre de partir à temps et de ne pas rater votre avion. Alors, j'évoquais ce complément, enfin ce supplément futur de la Tribune dimanche, avec un article qui m'a passionné. Sur un article qui est essentiel, et je crois que Emmanuel, le patron de Pozos, en a parlé ce matin, c'est « Rester humain, le grand défi de la médecine du futur ». Donc comment le numérique peut être humain. Et donc pour vous, en tant que pharmacien, vous êtes professionnel de santé, vous estimez que le numérique peut répondre à un enjeu fondamental qui est celui de la prévention. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous voyez ce rôle de prévention, et puis un exemple concret de ce que vous faites également au niveau de Pierre Fabre? Oui, donc bonjour à tous et merci pour cette question est très intéressante. Alors pour nous, prendre soin, je pense que c'est pour vous tous aussi beaucoup plus que simplement diagnostiquer et traiter une maladie. Ça a été dit en début d'après-midi par le professeur Spano, c'est prendre le soin du patient. C'est avoir une démarche, je dirais même holistique, avec de la prévention, du traitement et de l'accompagnement pendant et après le traitement. Et le numérique en santé, je crois qu'aujourd'hui, ça nous amène des opportunités qu'on n'avait peut-être même pas imaginées. C'est que le numérique en santé est le lien ou le lien entre les différents professionnels de santé pour que le parcours du patient soit plus fluide et qu'on améliore sa diagnostic, la prévention, diagnostic, la prise en charge, le suivi et même qu'on diminue un peu l'errance thérapeutique. Aujourd'hui, quand on est en France, si on veut prendre rendez-vous avec un dermatologue, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais en moyenne, c'est à peu près 3 mois si vous avez de la chance, soit c'est 6 mois, soit il n'y a pas du tout en fait. Et c'est très très compliqué. En même temps, on sait que le pharmacien devient un acteur fort du parcours de santé du patient et avec le Covid, ça s'est accéléré. Et enfin, on sait qu'aujourd'hui, en tout cas dans le domaine de la dermatologie, un patient, 7 patients sur 10 sont d'accord pour le diagnostic. Donc il y a bien un contexte et une évolution très forte. Et dans ce contexte, et dans cet contexte évolutif, nous, chez Pierre Fabre, on a imaginé un parcours de soins pour le patient qui lui permette d'avoir un diagnostic
rapide. Alors, on ne l'a pas fait tout seul. On a conçu un service avec la start-up française Rofim, créée par le médecin David Bensoussan. Et c'est quoi ce service? C'est assez simple. C'est le patient arrive en pharmacie. Le pharmacien l'accueille et l'amène dans son espace de confidentialité. Il lui propose une dermato-expertise. Il crée un dossier avec son nom, ses identités, son numéro de sécurité sociale, répond à un questionnaire, j'y reviendrai, fait des photos et les envoie à un médecin dermatologue qui va faire de la téléexpertise. Et ensuite, sous 48-72 heures, le médecin a fait sa téléexpertise et le pharmacien remet au patient le résultat qu'il reçoit également directement sur son espace santé sécurisé. Et si le médecin dermato-expert considère qu'il faut une consultation, eh bien, le patient va être, grâce au rapport de ce premier dermato-expert, être priorisé dans les rendez-vous. Alors, on l'a imaginé, c'est un peu théorique, mais on l'a travaillé avec les instances dermatologiques françaises, les principales instances pharmaceutiques également, les principaux syndicats français de dermato et de pharmacie. Et on s'est fait accompagner par un groupe d'experts dermatologues qui sont favorables et qui font déjà un peu de dermato et téléexpertise. Et puis, aujourd'hui, avec eux, on a conçu ce questionnaire très important pour cadrer, pour accompagner le pharmacien dans la prise en charge du patient, pour extraire les pathologies qui ne peuvent être pas prises en charge, par exemple tout ce qui est muqueuse, pour des raisons évidentes. Eh bien, aujourd'hui, on l'a conçu, on l'a déployé. Actuellement, c'est en phase pilote. Donc, en France, il y a 48 pharmacies impliquant 98 pharmaciens qui l'ont débuté il y a 5 semaines. On a fait 71 téléexpertise, c'est qu'il y a un besoin, et la réponse est arrivée en à peu près 72 heures. Donc ça commence à fonctionner. Et je dirais que le bénéfice pour le patient, c'est le diagnostic rapide, et donc meilleur pronostic si jamais c'est une pathologie sévère. Pour le médecin, c'est la prise en charge plus rapide de ce patient qui le nécessite, et aussi un peu désengorger le cabinet, et permettre la prise en charge des patients qui n'ont pas besoin de passer par son cabinet avec un autre professionnel de santé. Et puis pour le pharmacien, c'est apporter une réponse à un patient et augmenter son expertise en dermatologie. Donc oui, je crois que le numérique en santé permet d'améliorer la prise en charge et le parcours du patient, même au niveau de la prévention. Alors ce qui était passionnant lorsqu'on a préparé cette table ronde, c'est que vous avez vraiment pris en compte en fait la partie parcours de soins pour le patient, et que le numérique est un apport en fait pour y répondre. Et je crois que beaucoup de tables rondes depuis ce matin le montrent, la complexité parfois, donc le poste, une fois qu'on a initié, je pense qu'on va beaucoup en parler avec Claire, c'est comment on initie, et vous y avez mis beaucoup d'énergie, comment on passe à l'échelle, comment on permet à non plus peut-être 40, 50, 100 officines, mais plusieurs milliers, parce que cette problématique en dermatologie, elle est valable pour l'ensemble des Français. Donc comment une initiative que vous portez peut être mise à l'échelle ? Alors en effet, on a tous lancé différents projets, et finalement l'énergie fait qu'on le lance et après on n'arrive pas à l'industrialiser. Et donc passer cette euphorie de lancement, et il faut très vite penser à comment on le pérennise. Et moi je crois que nous avons 2 leviers. Le premier levier, c'est que si la reconnaissance médicale du service rendu aux patients, et si le fondement scientifique est là, eh bien il y a plus de chances. Et cette reconnaissance médicale doit être faite par le médecin, par le pharmacien, par le patient, par l'ensemble du parcours de soins, non pas par uniquement un des bénéficiaires. Et la deuxième chose, évidemment, c'est une fois cette crédibilité est installée, il faut le faire savoir, en fait. Et moi, je prends l'exemple d'un autre projet qu'on a fait, nous, chez Pierre Fabre. On en a fait de nombreux, et il y en a qui ont échoué, mais il y en a qui ont réussi. J'en ai un en tête. La dermatoscopie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une technologie qu'utilisent les dermatologues pour faire une photo de la peau, agrandie, approfondie, et ça lui permet de faire un diagnostic. Eh bien, nous avons lancé une application en partenariat avec un professeur européen expert de cette technologie qui s'appelle Udermoscopy. On l'a lancé en 2015. Et alors, on l'a lancé avec lui, on a créé un board d'experts avec 4 experts européens de ce sujet-là. Et aujourd'hui, on l'a lancé en 2015. C'est une application assez ludique au départ, qu'on a enrichie au fur et à mesure. Et aujourd'hui, elle existe, elle est en 12 langues, 150 pays, 40 000 dermatologues, avec 4 000 dermatologues tous les ans. Et c'est devenu une plateforme d'apprentissage pour le dermatologue, mais aussi d'échange entre eux de cas cliniques. Et donc je crois que vraiment la crédibilité et la pertinence et le fait que tout le monde apprend et grandit, c'est la première base. Alors pour le dermato-expert, aujourd'hui nous sommes en phase pilote. C'est quoi nos prochaines étapes? C'est simple, le bilan à 3 et à 6 mois. À 3 mois, c'est en mois de juin, avec quelques médecins et pharmaciens qui participent et avec des patients.
Ça, c'est juin et septembre. Et puis ensuite, on commence à travailler sur la base de cet apprentissage, eh bien, au déploiement qu'on va faire avec une cible pour nous, en France, en tout cas, d'à peu près 5000 pharmacies, ce qui fait un quart des pharmacies françaises, pour permettre de toucher eh bien, l'ensemble de la population française, qu'on soit en région ou dans des grandes villes. Et à plus moyen terme, évidemment, on commence à se poser beaucoup de questions sur comment intégrer de l'intelligence artificielle là-dessus, parce que les photos en dermatologie sont une source inestimable pour faire de l'intelligence artificielle. Alors on travaille à l'intégration de cette intelligence artificielle pour simplement accompagner le dermatologue dans son diagnostic, potentiellement pour lui l'accompagner aussi dans la prédiction de comment la pathologie va s'aggraver ou pas, et pour pouvoir l'orienter correctement. Donc beaucoup d'espoir sur ce projet qui répond vraiment à un besoin du patient, qui répond à un besoin du médecin aussi, et qui répond également à une attente du pharmacien. Et donc j'espère que petit à petit on arrivera à le pérenniser comme on a pu faire avec d'autres initiatives. Alors Nuria, on a posé vos 2 questions qu'on avait prévues à la suite, mais vous restez avec nous et vous partez quand vous Merci. devez pour ne pas louper votre avion. Merci. Alors Claire, on va continuer avec vous. Vous êtes également pharmacien et je vais rebondir sur ce que vous avez évoqué, notamment sur la collaboration avec les startups, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur chez Viatris depuis de nombreuses années, de pouvoir en fait être un acteur impliqué dans l'écosystème de la health tech, et donc de pouvoir en fait amener là aussi dans le parcours de soins des innovations avec plusieurs startups. Et donc moi j'aimerais en fait que vous nous partagiez votre vision de en quoi en fait un industriel de la santé peut intervenir, proposer ces innovations, et comme je l'ai posé à Nuria aussi, dans sa entre guillemets sa globalité et aussi sa pérennité. Alors c'est une très vaste question. Vous avez 2 heures. Non, j'ai 4 minutes. Alors, notre conviction chez Viatris, c'est l'utilité d'être utile au système de santé. Donc ça, c'est la base de nos réflexions. Et au-delà de cette utilité, dans l'innovation en santé, on porte la conviction que la santé de demain, elle sera moléculaire, ce qu'on sait faire et ce qu'on fait depuis longtemps, mais elle sera aussi numérique. Et en tant qu'acteur de santé, en tant que laboratoire pharmaceutique, on doit participer à cette évolution. Donc une fois qu'on a établi ça, on réfléchit à comment on le fait et comment on apporte notre pierre à l'édifice à l'élaboration de la santé, à l'installation et la pérennisation de la santé digitale. Et donc effectivement, on a commencé ces réflexions et ces collaborations il y a plus de 3 ans maintenant, et aujourd'hui on en est à 3 et on en a 2 en cours. Donc c'est vraiment une conviction que cette implication se fera en collaborant avec des partenaires qui portent fort des projets. Alors pour être un peu plus concret, on a commencé par une collaboration sur de la télésurveillance en insuffisance cardiaque, pour une raison extrêmement simple, c'est que c'était dans une expérimentation dans le programme étape, et qu'à terme ça allait être remboursé. Je dis que c'est simple, notre vision elle était simple, c'est aujourd'hui la santé, les professionnels de santé et les patients français n'ont pas cette volonté de payer, surtout dans des pathologies graves. Donc c'était extrêmement important pour nous, dans cette expérimentation, d'avoir un service, un produit qui était pris en charge et qui allait être remboursé. Donc concrètement, j'ai une partie de mon équipe de visiteurs médicaux qui présente cette solution aux cardiologues libéraux et aux cardiologues hospitaliers pour leur expliquer pourquoi c'est intéressant de suivre leurs patients en insuffisance cardiaque sévère avec une solution de télésurveillance, et pourquoi c'est utile de choisir celle qu'on supporte. On a continué cette expérimentation, toujours en réfléchissant, mais de la même manière que ce que vous avez expliqué, à l'utilité médicale, à l'impact sur le parcours du patient et à l'impact sur le quotidien du médecin. Donc notre deuxième expérimentation, c'est je le dessine. C'est un petit robot qui s'appelle Joe et qui est porté par la start-up qui s'appelle Ludocare. Et c'est un petit robot qui aide les petits patients à qui on diagnostique un asthme sévère à apprendre à prendre leur traitement.
Donc grâce à ce petit robot, il apprend pour toute la vie à prendre son traitement et ça évite les exacerbations. Et de cette expérience, mais je pourrais en parler dans toutes les expériences, qui est extrêmement intéressant à comprendre, et je pense que c'est important que dans ces tribunes on l'entende et que tout le monde se saisisse de cette réalité. Quand on parle du petit robot, quand on parle de Joe, quand on parle de la télésurveillance et quand on parle de Bliss, qui est notre troisième expertise, tout le monde est émerveillé. Tout le monde dit c'est génial. Tout le monde dit je veux l'utiliser. Mais tout le monde, c'est en interne dans nos entreprises, c'est les médecins à qui on parle, c'est les familles, puisqu'on parle de famille et de petits patients. Quand on arrive dans le quotidien du concret, mais en fait, c'est pas si simple. Pas si simple, pas parce que c'est pas intéressant et parce que c'est pas impactant, mais il faut changer des habitudes. Et pour changer des habitudes, il faut se faire un peu violence. Il faut un pneumo qui consulte depuis des années de la même manière pour annoncer un diagnostic d'asthme sévère à un enfant. Il faut que dans sa consulte, il intercale l'explication du petit robot et comme le patient va l'utiliser. Et après, que les parents, en rentrant à la maison, le fassent utiliser à l'enfant et que l'enfant ne se dise pas « Ah ben non, c'est mieux de jouer à Fortnite que de jouer avec Joe ». Donc c'est vraiment très exigeant. C'est sûr et certain que ça aura un impact sur la santé. C'est très exigeant dans l'implication de chacun. Dernier exemple, j'ai encore 3 minutes. Bliss, 3 secondes. Bliss. Un casque de réalité. Alors encore une nouvelle approche, une approche différente, une approche pour les patients, pour des patients qui ont besoin, qui vont subir un acte invasif ou un acte douloureux. Donc on a choisi de se focaliser sur l'oncologie. Et donc c'est un casque de réalité, c'est un casque audio et visuel qui permet aux patients d'être sédatés dans des actes douloureux. Et c'est assez bluffant l'impact que ça a pour les patients et le feedback qu'on a après l'usage de cette technologie. Ça diminue l'usage des sédatifs, donc en fait le réveil ou des anesthésiants, donc le réveil est plus rapide. Par exemple, quand on place des chambres implantables en oncologie, le patient après l'acte se lève et part. Donc en fait ça permet aux patients de vivre mieux, en l'occurrence en oncologie, son entrée dans la maladie et le début de son parcours de soins. Ça permet aussi de mieux gérer le quotidien dans la salle, dans le bloc opératoire, et ça permet une relation avec le médecin qui est différente. Donc, mais pareil, je pourrais vous parler des difficultés parce qu'il y a de l'exigence dans cette conviction que la santé demain sera dans l'innovation moléculaire, mais dans l'innovation numérique, et il faut que tout le monde s'implique. On va en reparler dans quelques minutes, Claire. Merci Muriel, bon retour. Quand vous parlez, Claire, de start-up innovantes, on a la chance d'en avoir une ici avec ACS Biotech. Je parlais il y a quelques minutes de Trifrog dans les thérapies également cellulaires sur le diabète de type 1 sur lequel il travaille notamment par rapport au pancréas. Donc vous, Pascal, vous dirigez ACS Biotech. Donc c'est une deep tech qui est passionnante. Lorsqu'on a préparé, moi j'ai vraiment apprécié ce que vous faites depuis 10 ans. Et notamment sur cette médecine régénératrice. Donc vous allez nous en parler par rapport à tout ce que vous faites, et notamment sur un des sujets que Bruno Bonnel a également évoqué, c'est l'importance également du financement, et en quoi ces innovations, puisque vous êtes plus sur le volet innovation que numérique, en quoi ces deep tech sont importantes pour les patients avec ce que vous apportez avec ACS Biotech. Merci Jérôme. La médecine régénérative est une discipline qui a pour objectif de réparer les tissus et les organes endommagés suite à l'usure, le temps, suite à une maladie dégénérative ou alors à une lésion traumatique. Et ACS Biotech se positionne sur la réparation des lésions de cartilage
On recense aujourd'hui 500 millions de patients atteints d'arthrose dans le monde, 4 millions de lésions de cartilage supplémentaires par an. Et au niveau français, on a 10 millions de patients qui sont atteints d'arthrose en France, et avec un coût pour la sécurité sociale de plus de 3,5 milliards d'euros. Et donc, lorsqu'un patient est atteint de lésions de cartilage, qu'est-ce qu'on lui propose? On va lui proposer en première intention des palliatifs, on va lui proposer des injections d'acide hyaluronique pour lubrifier l'articulation, de corticostéroïdes pour diminuer l'inflammation, et puis pour les cas les plus avancés, lorsque l'articulation est vraiment très endommagée, on va lui proposer le remplacement avec la pose de prothèse orthopédique. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux grandes disciplines que sont les palliatifs et la prothèse orthopédique? Aujourd'hui, il n'y a pas de produits qui permettent de réparer le cartilage. Et c'est là qu'ACS Biotech se positionne avec pour ambition de réparer les lésions de cartilage. Et donc pour cela, on a mis au point un produit d'ingénierie tissulaire, donc un produit de médecine générative, et qui est composé d'un biomatériau naturel et de cellules de cartilage pour une réparation complète et définitive avec une seule injection par chirurgie mini-invasive. Donc en fait, la médecine régénérative, c'est relativement large. En médecine régénérative, on va avoir de la thérapie génique, de la thérapie cellulaire ou de l'ingénierie tissulaire. Et l'ingénierie tissulaire, en fait, elle fait appel à plusieurs compétences, puisque l'ingénierie tissulaire, elle va utiliser des biomatériaux qui vont servir de support lors de la culture cellulaire et voire même lors de l'implantation. Et c'est ce qu'on fait avec notre matrice d'hydrogel de chitosane. Et donc, c'est une plateforme technologique qu'on utilise au tout début en fait de notre process et qui va nous permettre de réaliser un process en 3 dimensions de culture cellulaire qui va nous permettre d'avoir un très bon contrôle des cellules pendant tout le process et en fin de culture pour un contrôle parfait des cellules, de la viabilité et du phénotype avant l'implantation. Et donc notre technologie, elle utilise des cellules différenciées au début de la culture et on porte vraiment attention. Enfin, notre stratégie, c'est vraiment de contrôler ces cellules pendant tout le process afin de vraiment avoir des chondrocytes avant l'implantation et d'aller générer un cartilage articulaire hyalin similaire au cartilage natif. Et donc, la médecine régénérative, elle va utiliser plusieurs compétences comme ce qu'on vient de voir. En fait, elle utilise des compétences en biomatériaux, en biologie cellulaire, en biologie moléculaire, en physico-chimie, mais aussi les thématiques qui sont très importantes, c'est la réglementation et la chirurgie lorsqu'on va implanter sur le patient. Et donc, tout le process de mise en place de la R&D, donc jusqu'au produit fini, tous les process de production en interne, et nous on a fait le choix de mettre en place notre propre site de bioproduction, tout l'aspect logistique et l'aspect réglementaire, en fait, ça demande des coûts très très élevés de pouvoir mener toute la R&D, mais ensuite toute la partie production réglementaire clinique, puisqu'on est obligé de faire plusieurs étapes. On passe de l'in vitro au préclinique réglementaire et puis ensuite au first in human, aux premières études cliniques. Et donc, c'est vrai que le financement, c'est un gros challenge en deep tech et notamment en médecine régénérative. Et donc, au niveau d'ACS Biotech, au début, on a eu la chance d'être soutenu par la BPI. Je pense que vous connaissez tous cette grande instance qui aide les projets innovants. Et donc, on a eu la chance de pouvoir être, je dirais, accompagné par la BPI dès le départ et tout au long de notre process. Donc au départ, lors de la validation in vitro, dans le cadre du contrat de collaboration avec le CNRS, on a aussi sollicité les banques qui nous ont suivis. Et puis ensuite, lorsqu'il a fallu réaliser toutes les étapes précliniques et précliniques réglementaires, là, on s'est positionné sur un appel à projet européen
sur même 2 appels à projets européens. Tout d'abord le ITELF et ensuite le projet d'innovation Eurostar Eureka, pour lequel on a eu la chance d'être lauréat et qui nous a permis de financer ensuite tout notre process préclinique. Alors, juste Pascal, quand vous parlez d'Europe, ça me permet de vous poser aussi la question, parce qu'on arrive vers la fin de cette table ronde. Comment vous vous situez par rapport aux autres pays? On a eu la chance d'avoir Bruno Monel qui a expliqué France 2030. Est-ce que vous avez d'autres exemples qui nous permettraient également peut-être de profiter de ces retours d'expérience? Oui, alors juste pour finir, on a aussi eu un business model assez différenciant, c'est-à-dire qu'on a fait des opérations de crowdfunding qui nous ont permis de financer les différentes étapes et notamment l'étape préclinique. Et aujourd'hui, on souhaiterait lancer notre étude clinique et pour cela, il faut qu'on lève des fonds. Et c'est vrai qu'au niveau de la France, il y a eu plusieurs initiatives qui ont été mises en place et notamment sur les thématiques de la bioproduction et des biothérapies avec des appels à projets. Et puis aussi, il faut qu'on puisse lever des fonds auprès des fonds d'investissement. Et pour en venir à ce qui se passe à l'international, c'est vrai qu'en médecine régénérative et en greffe de chondrocytes, on est très peu d'acteurs. Dans le monde, on n'est que 12 acteurs à travailler dans ce domaine-là. Et il y a des pays où ils ont pu avancer plus rapidement, notamment en Allemagne, aux US. Et il faudrait peut-être se tourner vers ces pays pour voir qu'est-ce qu'ils font encore de mieux. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'initiatives en France depuis quelques années. Et qu'est-ce qu'on pourrait encore proposer pour encore plus booster les projets Deep Tech qui demandent beaucoup d'années avant la mise sur le marché. Merci Pascal. Merci. Et Claire, en 30 secondes, parce que je vois qu'on est arrivé à la fin, vous me disiez que lorsqu'on a préparé que au final, ces DTX, ces solutions numériques complémentaires, c'est souvent un complément pour les industriels de santé. Vous vous dites en fait, c'est des solutions qui sont vraiment dédiées, spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous dire en mot de conclusion? Alors, en 30 secondes, et un peu pour revenir sur ce que je disais précédemment, si on veut que la partie santé numérique, santé digitale se développe, il ne faut pas que ça soit fait en add-on de molécules. Il faut que ce soit des projets qui soient portés et qui aient un business model propre pour s'assurer de la dissémination et de la pérennité de ces modèles, que l'investissement soit pérenne et que la valeur qui est apportée bénéficie aujourd'hui, demain et dans le futur aux patients, aux professionnels de santé et au système de soins. J'ai fait 30 secondes. Merci Claire pour vos questions et merci Pascal. On peut les applaudir et bonne fin de journée à tous.